Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Soyez tout simplement humble, vous ne pouvez pas avoir raison, toujours raison, mais vous avez raison de suivre en ce moment la deuxième édition de Clédou Info. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. C'était il y a un an, jour pour jour, à Gao, au Mali, un attentat suicide contre un camp de mécanisme opérationnel de coordination MOC, faisant plusieurs dizaines de morts. Un an après, la situation sécuritaire dans la ville n'a pas changé. Les précisions dès le début de ce journal. Et pendant ce temps, la vie reprend de nouveau à Tombouctou, au lendemain de la journée, ville morte largement suivie par la population qui protestait contre l'insécurité grandissante dans la ville des 333 saints. La menace d'abrogation de la loi portant attribution d'un fonds à l'opposition au Mali et les récentes répressions des marches et sit-ins au Mali font sortir l'opposition de ses gonds. Elle qualifie le régime actuel de dictature. À suivre les propos de Tchéblin Dramé, président du Parina, dans quelques minutes. Et puis, actualité de chez nous, Donald Trump donne une gifle à la presse américaine. Le président américain publie une liste des fake news et wars, c'est-à-dire il primera les médias qui donnent des fausses et inadéquates informations sur la couverture de sa politique. Et puis en sport, CHAN 2018, le Maroc et le Soudan se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ce mercredi donc, c'était hier dans la deuxième journée du groupe A. Merci d'avoir choisi la radio Clédou pour vous informer. Un an après l'attaque contre le camp du MOC à Gao, la situation sécuritaire ne s'est guère améliorée. Selon Kader Touré, journaliste basé dans la ville de Gao, on se rappelle cet attentat à suicide contre le mécanisme opérationnel de coordination a fait plusieurs dizaines de victimes, au moins à 77 morts et 120 blessés pour être précis. Un an après, la situation sécuritaire dans cette région reste inquiétante. Kader Touré a été joint par la rédaction de Clédou Info. Seulement les gens se sentent en insécurité et ils ne perçoivent pas encore l'utilité du mécanisme opérationnel de coordination. Qu'est-ce que le MOC fait en réalité pour assurer la sécurité des personnes? Parce que non seulement aux alentours de la ville, on ne peut pas sortir de Gao tranquillement et espérer qu'on va aboutir, n'est-ce pas, à une destination à plus de 30 km sans pouvoir craindre quelque chose, pouvoir craindre d'avoir des difficultés. Mais en plus de cela, on voit que les opérations se déroulent à l'intérieur de la ville. On commence à sauter les murs, à s'attaquer population dans leur domicile. Voyez-vous, la situation s'aggrave de plus en plus et on pose encore la question de savoir quelle est réellement l'utilité de ce MOC qui devrait en principe aboutir à l'unification, à une armée nationale unifiée. Que l'armée, que les trois parties convergent ensemble, voient dans la même direction et fassent des patrouilles, n'est-ce pas, mixtes pour pouvoir assurer la tranquillité des personnes et de leurs biens. Et malheureusement, comme je le disais en début, tous les jours, il y a des actes qui sont posés qui montrent que la situation se dégrade de plus en plus. Voilà, à l'instant, Kader Touré, journaliste basé dans la ville de Gao. De Gao, donc, nous sommes à Tombouctou. La vie a donc repris son train-train au quotidien après la journée ville morte largement suivie hier mercredi par la population et qui a paralysé la cité des 333 saints. L'heure est au bilan pour les initiateurs de cette forme de protestation contre l'insécurité grandissante dans la ville. Pas question de baisser les bras. Nous avons joint à l'instant Bir Maman Tandina. Il est le vice-président de l'association Action Jeune pour le développement de Tombouctou. Dans la ville, toutes les boutiques étaient fermées, le marché était fermé, les ruelles étaient vides et même les gens étaient restés et on a sillonné toute la ville. On ne voyait même pas des gens qui marchaient. Les gens étaient dans les maisons en train de s'asseoir et observer cette journée morte. Et cette journée a eu un impact sur la ville. Pratiquement, même les vendeurs de pain, les boulangeries étaient fermées, même les vendeuses de pain traditionnels ont refusé de faire du pain. Franchement, ça a été une réussite dans la ville de Tombouctou. Par la suite, maintenant, nous interpellons le gouvernement. Déjà, les autorités administratives sont au courant de ce qui s'est passé. Le maire sur place, le gouverneur, le préfet, les conseils, les autorités intérimaires. Pratiquement toutes ces autorités sont au courant. La population a manifesté son mécontentement par rapport à l'insécurité. Et pour cela, cette journée morte a été initiée. Et maintenant, nous attendons vraiment du gouvernement un résultat positif par rapport à la prise en charge de la situation sécuritaire de la ville de Tombouctou. Bir Maman Tandina, le vice-président de l'association Action Jeune pour le développement de Tombouctou.
13h06, autre titre de ce journal. Le régime de l'actuel président de la République qualifié de dictatorial par l'opposition. Depuis quelques semaines, les marches et sit-ins sont réprimés par les forces de l'ordre. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, menace également d'abroger la loi portant l'attribution d'un fonds à l'opposition au Mali. Tchéblé Dramé, président du Parina, non moins pionnier de la révolution de mars 91, pense que ces actes sont inacceptables et invite le gouvernement d'y mettre fin immédiatement. Écoutons Tchéblé Dramé. C'est très surprenant de constater un gouvernement du Mali qui verse dans une dérive autocratique et autoritariste, dans la violation des libertés démocratiques, des droits fondamentaux du peuple malien, des droits démocratiques du peuple malien, le droit de manifestation pacifique, le droit d'exprimer son opinion sont entre autres droits qui ont été arrachés ce pays dans le sang par la lutte du peuple malien. Il y a bientôt 27 ans, à la faveur de la révolution démocratique de mars. De constater qu'un gouvernement du Mali viole ses droits est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Le gouvernement a envoyé la police disperser à coups de gaz lacrymogène le rassemblement des épouses des travailleurs compressés de coma. Il a fait de même avec le mouvement Wati Sera et le gouvernement de la République du Mali a encouragé la police à sévir contre les femmes regroupées au sein du collectif des Amazones qui tenait un sit-in devant l'Assemblée nationale pour protester contre les violences conjugales. Je le dis et je le répète, c'est une honteuse répression. C'est une honteuse répression. Il faut que le gouvernement mette un coup d'arrêt à ces dérives autocratiques, à ces violations des droits démocratiques du peuple malien. C'est intolérable, c'est inacceptable, c'est honteux, tout simplement. Joint par André Traoré s'exprimait à l'instant, Tchéblé Dramé, président du Parina. Actualité sur un autre registre, rôle des médias dans la protection des enfants en conflit avec la loi. Le thème est sur la table des hommes de médias sur initiative du Bureau national catholique de l'enfance BNCE. Il s'agit pour la presse de s'imprégner des textes applicables aux enfants en conflit avec la loi et comment restaurer la justice juvénile. La formation rentre dans le cadre d'un projet de 3 ans financé par l'Agence française de développement. Écoutons Moussa Bagayogo, il est chargé des programmes au Bureau national catholique de l'enfance BNCE. Toute la journée durant, les journalistes vont s'approprier d'un certain nombre de concepts. Tels que il y a les cadres juridiques applicables aux enfants, donc les lois, les conventions que notre pays a ratifiées pour la protection des enfants et particulièrement les enfants en conflit avec la loi. Nous allons aussi voir la justice restauratrice, donc qui est une justice qui vise à promouvoir les mesures alternatives à l'emprisonnement pour les enfants en conflit avec la loi. Et nous allons aussi voir le rôle des journalistes dans la protection et la promotion des droits de l'enfant et particulièrement ceux en conflit avec la loi. Selon vous, en quoi est-ce que les journalistes peuvent être utiles pour restaurer la protection des enfants en conflit avec la loi? Nous estimons que le rôle des journalistes est déterminant. Aujourd'hui, avec les phénomènes sociaux, la délinquance prend de l'ampleur, surtout la délinquance juvénile, et le nombre d'enfants en conflit avec la loi ne cesse d'augmenter. Donc, et là aussi, la procédure juridique et judiciaire qui s'applique aux enfants n'est pas connue par le grand public. Donc, c'est un phénomène d'actualité, un fléau qui est là. Donc, c'est important que les journalistes s'approprient, soient informés et formés à cette thématique parce que eux aussi ils ont un rôle de sensibilisation, d'information et surtout d'éducation des populations. Donc leur travail peut aider à un changement des regards et des perceptions sur les enfants en conflit avec la loi. Moussa Bagayogo, chargé des programmes au Bureau national catholique de l'enfance, il répondait aux questions de Fanta Diakité. Actualité hors de chez nous au Bénin, mouvement social, les syndicats demandent un dialogue sur les réformes. Depuis mardi, fonctionnaires des tribunaux, des écoles et des hôpitaux ont entamé un mouvement social de 3 jours. Il est bien suivi jusqu'à présent. Ils demandent l'abrogation d'une loi qui supprimerait ce droit de grève dans plusieurs secteurs, dont l'armée, la police, la justice et la santé. Une loi votée par le Parlement mais qui doit encore être validée par la Cour constitutionnelle. Guinée équatoriale, le Tchad nie tout rôle du président Déby dans le putsch manqué. Dans une interview exclusive accordée à des presses étrangères hier, le président de Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema s'exprimait pour la première fois sur la récente tentative présumée de coup d'État contre lui. Fin décembre, le gouvernement équato-guinéen a en effet révélé avoir déjoué un coup d'État sur la partie continentale du pays après qu'une trentaine d'hommes armés ont été interpellés au Cameroun. Au Nigeria, 4 occidentaux dans l'état de Kaduna ont été enlevés mardi soir dans le nord du pays, a confirmé la police de l'état
l'État de Kaduna où a lieu l'enlèvement. Les 4 expatriés étaient en route vers la capitale Abuja quand leurs véhicules ont été interceptés. En début de soirée, on ne connaît pas encore l'identité des 4 hommes, juste qu'il s'agit de 2 Américains et 2 Canadiens. Ils voyageaient ensemble lorsque leurs véhicules ont été pris pour cible à environ 3 heures de route au nord-est d'Abuja. Nous sommes à présent en République démocratique du Congo. Après les critiques de l'Église catholique par la voix du cardinal Mozengo en début du mois de janvier, c'est au tour de l'Église protestante d'interpeller les autorités congolaises sur leur gestion du pays. Cela s'est passé à la cathédrale du Centenaire à Kinshasa devant de nombreuses personnalités du pouvoir à l'occasion de la messe organisée par le PPRD, le parti présidentiel, pour commémorer le 17e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel chef de l'État. Human Rights Watch a présenté ce jeudi son rapport 2018 qui passe au crible des droits humains, plus d'une centaine de pays dans un contexte de montée de populisme en Europe, mais aussi sur d'autres continents. Cette année, l'ONG a décidé de présenter ce rapport à Paris afin de souligner la résistance politique aux citoyennes à travers le monde, mais sans pour autant baisser la garde face aux crises qui perdurent en Birmanie, en Syrie, au Yémen et face à la situation dans certains pays comme en Russie ou en Égypte, entre autres. Et pour terminer, je vous l'annoncer dans les titres, affaire de fake news. Donald Trump distribue des baffes donc à la presse pour louer son bilan. Le président américain Donald Trump a publié donc hier une liste de fake news awards, des titres de médias qu'il juge biaisés ou carrément mensongers. La liste présente 11 articles écrits ou des vidéos défavorables à sa politique ou à sa personne. 2 sénateurs républicains se sont montrés très critiques envers la relation qu'entretient Donald Trump avec la presse. Allez, du sport dans ce journal. CHAN 2018, Maroc et Soudan qualifiés en s'imposant donc respectivement face à la Guinée 3-1 et la Mauritanie 1-0. Le Maroc et le Soudan se sont qualifiés pour les quarts de finale du CHAN 2018 hier dès la 2e journée du groupe A. Souleymane Koulibaly nous en parle. Le groupe A du CHAN 2018 a déjà livré son verdict. En enregistrant leur seconde victoire en autant de matchs ce mercredi à Casablanca, le Maroc, pays hôte et le Soudan ont validé leur billet pour les quarts de finale tout en éliminant la Guinée et la Mauritanie. En début de soirée, les Lions de la classe locaux ont pris le meilleur sur la Guinée 3-1. Après des premières minutes à leur avantage, les hommes de Djamal Selemani comprenaient rapidement que la Guinée allait leur proposer plus de répondants que la Mauritanie balayée 4-0 samedi. Tranchant, le Sili local multipliait les offensives, mais cela n'empêchait pas le Maroc de prendre les devants. Sur un centre d'El Karti, El Kabi devançait la sortie du gardien adverse pour placer une tête qui rentrait à l'aide de la barre avant de ressortir. Mais la ligne avait bien été franchie et l'arbitre validait logiquement le but. 1-0, 27e minute. Un avantage de courte durée car la Guinée égalisait sur l'engagement grâce à Sedouba Bissir Kamara d'un piqué au terme d'une balle action à un touche de balle. 1-1, 28e minute. Au retour des vestiaires, les locaux mettaient plus clairement la pression, mais il leur fallait un gros coup de main adverse pour prendre les devants. Aboubakar Kamara se rendait coupable d'une énorme bourde et il lançait El Kabi vers son but. L'attaquant marocain n'avait aucun mal à remettre sa sélection en tête. 2-1, 64e minute. Dans la foulée, le buteur profitait d'une excellente travail d'El Haddad pour signer un triplé dans le but vide. 3-1, 68e minute. La Guinée avait bien une occasion pour réduire le score, mais Sekou manquait le cadre en se jetant à bout portant. Ce succès plaçait le Maroc sur la voie royale pour les quarts de finale et la victoire du Soudan sur la Mauritanie un peu plus tard dans la soirée. 1-0 a officiellement entérimé la qualification des Lions de la classe. Wahla Moussa a inscrit le seul but du match à la demi-heure de jeu et il permet aux crocodiles du Nil d'accompagner le pays hôte au second tour. La dernière journée proposera donc une finale pour la première place de ce groupe A entre les Marocains et les Soudanais. A noter que la deuxième journée se jouera cet après-midi avec 2 rencontres dans la poule B à 16h. La Côte d'Ivoire affronte la Zambie et l'Ouganda croise le fer avec la Namibie à 19h30 au grand stade de Marrakech.
Voilà, le compte-rendu des matchs signé à Souleymane Koulibaly. L'actualité sportive reprendra ses droits tout à l'heure, juste après ce journal, avec la jeune équipe du Desk Sport qui se prépare du côté de la rédaction et ce sera dans quelques minutes. C'est pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papa Aïdara. La mise en onde a été bien assurée par Fatou Fall. Voici votre pensée du jour. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais le présent est entre vos mains. Alors profitez-en, prenez soin de vous et excellente journée. Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitel.